Salut à tous et bienvenue dans Inside Grand Prix. Aujourd'hui c'est une spéciale Grand Prix du Mexique évidemment. On va également s'intéresser à la bagarre entre Red Bull et Ferrari. Comment se passe le retour de Renault en Formule 1? C'est l'heure du bilan. Mais on va d'abord tout vous dire de Mexico City. Le Mexique, c'est évidemment la passion, et c'est en 1963 que le championnat du monde de Formule 1 se rend pour la première fois du côté de Mexico. Directement, évidemment, la foule est absolument conquise par ce spectacle. Mais en 1970, déjà, c'était la fin de l'aventure pour une première ère qui aurait été finalement assez courte. Le silence était donc de retour, malgré une petite tentative d'amener des voitures d'IndyCar, et donc en 1986, la Formule 1 était de retour au Mexique. Et Christian Danner, qui a piloté lors de 3 Grands Prix du Mexique, nous explique qu'il peut se souvenir à quel point l'ambiance était absolument magnifique, un accueil extrêmement chaud évidemment de la part des Mexicains, avec une ambiance exceptionnelle et une magnifique ville. Et en 1986, c'est un jeune Autrichien du nom de Gerhard Berger qui remportait sa première course sans effectuer d'arrêt au stand. J'ai mis des pneus durs à gauche, des pneus tendres à droite, je n'étais pas très certain, mais après la mi-course, je sentais que tout allait bien, donc j'ai essayé de faire la course sans arrêt au stand, nous expliquait très simplement le vainqueur du jour, avec ses pneus Pirelli. Et c'est alors jusqu'en 92 que le Grand Prix du Mexique était au calendrier tous les ans, avant encore une fois de disparaître, mais c'est désormais en 2015 que l'épreuve d'Amérique centrale était de retour. Et les pilotes avaient de quoi s'amuser. Quand je suis revenu, j'ai vu que c'était encore mieux qu'avant, nous explique Christian Danner. Ici on voit Arman Tilke qui nous dit que le Mexique est fantastique, l'ambiance est fantastique, et ces fameuses grandes arènes, ces stadiums fonctionnaient très bien, comme un stade de football, une atmosphère absolument incroyable, et ça lui donnait des frissons. Et donc voilà, la relation entre le Mexique et la Formule 1, un peu de je t'aime moi non plus, mais au final il y a beaucoup de passion, bien entendu. Viva Mexico! Et maintenant, intéressons-nous à la lutte entre Red Bull et le cheval cabré. Le taureau contre le cheval, deux animaux bien différents, mais c'est bien la bataille qui nous intéresse en Formule 1 pour la 2e place, la médaille d'argent derrière, les flèches d'argent, puisque Red Bull arrive avec 53 points d'avance sur ses 3 dernières courses sur Ferrari. Ricciardo et Verstappen ont terminé devant les 2 voitures rouges à 4 reprises sur les courses précédentes. Et ce jeune duo a bien impressionné. Max a fait de gros progrès en Formule 1, nous explique Bert Maylander, le pilote de la voiture de sécurité. Il a tout fait pas à pas, avec cette fois-ci évidemment la victoire à Barcelone, qui était très importante pour lui, pour l'équipe et pour Daniel Ricciardo également. La manière avec laquelle Ricciardo a réussi à se défendre face à Verstappen est de classe mondiale, nous dit Christian Danner. Il le fait vraiment très très bien. Et il reste cool et calme malgré une telle pression. Si vous avez 2 top pilotes dans une équipe et qu'ils se poussent l'un l'autre, évidemment tout le monde en sort grandi, nous explique Bert Maylander. Et de l'autre côté de ces 4 pilotes et 2 équipes, on a évidemment Ferrari avec des améliorations qui ont été apportées par la Scuderia, notamment en termes d'aérodynamique. Et on voit depuis le Japon que la voiture reprend du poil de la bête en qualification, mais quelques pénalités sur la grille, quelques erreurs au stand, erreurs stratégiques également, ont plombé la Scuderia et fait qu'elle ne récolte pour l'instant pas les résultats qu'elle mériterait. Et évidemment, Sébastien Vettel a piloté pour Red Bull dans le passé, il garde évidemment des relations extrêmement amicales, mais ça ne va pas empêcher la firme autrichienne de tout faire pour le battre. Max Verstappen estime que toute l'équipe est sur de bonnes dispositions pour l'instant et Daniel Ricciardo pense qu'elle devrait se battre pour un nouveau podium. Et l'objectif est évidemment le ciel, et pourquoi pas rattraper un jour Mercedes.
L'objectif sur les dernières courses est évidemment de continuer sur cet élan, sur ce bon élan, nous dit Christian Horner, essayer de mettre de la pression sur Mercedes pour qu'évidemment, s'il y a un petit problème, les Red Bull soient là pour pouvoir capitaliser là-dessus. Il y a quelques petits circuits jusqu'à la fin de la saison où Red Bull devrait pouvoir continuer à mettre la pression. Et donc voilà, il faut continuer à mettre de la pression sur Mercedes plutôt que craquer sur la pression de Ferrari. C'est la bataille pour la médaille d'argent derrière les flèches d'argent, et ça devrait bien nous intéresser jusqu'à la fin de l'année. Et désormais partons à la découverte de l'Autodromo Hermanos Rodriguez. Et c'est Nico Hülkenberg, le futur pilote Renault, qui nous accueille. Bienvenue au Mexique pour la deuxième année, cette fois-ci après une longue absence, nous sommes de retour au Mexique. Le Grand Prix était un grand succès évidemment l'année dernière. Pour Lewis Hamilton, l'un de ses meilleurs amis a de la famille au Mexique, donc il peut passer pas mal de temps avec les Mexicains et il connaît pas mal de choses à propos de ce pays. Et il va encore vouloir y aller et expérimenter un petit peu la culture locale. Mexico City, c'est une grande ville, évidemment, l'une des plus grandes villes où Nico Hülkenberg a eu la chance d'aller. Et si vous avez eu la chance de passer en hélicoptère au-dessus de Mexico City, vous voyez vraiment que cette ville est absolument énorme, c'est absolument incroyable. Et pour Nico Rosberg, évidemment, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est l'altitude. 2300 mètres quasiment d'altitude pour le circuit le plus haut du calendrier. Les ingénieurs comme Simon Cole regardent à cela en millibars, évidemment, 25% de l'air est perdu quand vous allez aussi haut, donc évidemment tout est plus difficile pour les moteurs notamment. Vous avez du mal à courir autour du circuit, il faut également refroidir la voiture, ce qui n'est pas simple. Les freins sont également particulièrement mis à rude contribution. Mais avec un moteur turbo, l'avantage c'est qu'on peut reprendre un petit peu de la puissance perdue à cause de l'altitude. Et en combinant tout cela, on arrive aux plus hautes vitesses quasiment du championnat, 364 km/h l'an dernier pour Nico Rosberg, avec également des grosses zones de freinage, ce qui fait que l'Allemand nous le dit, les freins étaient vraiment particulièrement à la limite l'année dernière, mais ça avait été bien géré par les ingénieurs, même si Simon Cole nous dit qu'ils ont pris beaucoup de risques. Le secteur clé pour Nico Rosberg, eh bien c'est le premier tout simplement en commençant la ligne de départ arrivée, avec le premier virage, une section assez difficile qu'il faut absolument maîtriser pour bien démarrer son tour rapide, avec également une grosse zone de freinage dans le premier virage. La cérémonie du podium est également la meilleure de l'année pour lui, car le podium est vraiment sur la piste, dans le stadium, et donc l'atmosphère était absolument incroyable, et Simon Cole était en pied du podium, ce qui était en fait le circuit 10 minutes plus tôt, c'était absolument formidable. L'année dernière, j'ai eu le sombrero avec marqué P1 dessus, je vais essayer de faire pareil cette année. Et Lewis Hamilton, c'est une course pour lui qu'il veut gagner, et il a hâte d'y retourner. Et jetons un œil maintenant aux différents classements. Avec sa victoire, Lewis Hamilton ne lâche rien et revient un petit peu dans la lutte pour le titre, alors que Sébastien Vettel reprend la 4ème place devant Kimi Räikkönen. Au niveau du classement des constructeurs, Force India se défend face à Williams pour la 4ème position. Et Sébastien Vettel passe en 3ème place du classement des meilleurs tours avec son meilleur tour réalisé aux États-Unis. Et au niveau des stands, eh bien c'est Red Bull qui a réalisé le meilleur arrêt au stand pour Max Verstappen, mais Williams conserve largement la tête. Et intéressons-nous désormais au point de vue des freins, comme on vous l'a dit, c'est évidemment un point critique du circuit. Le plus gros point de freinage est évidemment au premier virage, on perd 263 km/h en seulement 3 secondes 29 ou 72 mètres, c'est absolument incroyable. 2154 kW de puissance sont générés ici, avec 4 G qui sont directement sur le pilote, et il faut freiner avec une puissance de 117 kg sur la pédale de frein pour réussir à prendre le premier virage correctement. Et le retour de Renault, c'était cette année, les pionniers de l'air turbo sont là. Cette saison est donc un nouveau chapitre dans l'histoire de l'écurie Renault en Formule 1. Une histoire marquée par 11 titres pilotes et 12 titres constructeurs, les derniers évidemment en 2005 et 2006, avec notamment Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella au volant. Et c'est grâce à Red Bull que Renault est de retour en tant que constructeur à temps complet, puisqu'en 2015, le moteur fourni par Renault à Red Bull n'était pas particulièrement performant, et donc, pour l'équipe autrichienne, c'était très simple, le coupable était français. Il ne restait donc que 2 options à la marque aux losanges.
Soit on se retirait complètement, soit on revenait complètement, nous explique Cyril Abitboul. Pour pouvoir vraiment développer le produit au maximum, le retour sur investissement devait être énorme. Et pour avoir un énorme retour sur investissement, il faut avoir une équipe complète. Donc on a pris cette décision, on a analysé les deux options, sortir ou revenir, et on a décidé de revenir complètement. Avec les nouveaux moteurs Renault, Badger Tag Heuer, Red Bull revient au devant de la scène, mais pas l'équipe principale Renault. Mais évidemment, les pionniers de l'air turbo savaient très bien que le retour en constructeur allait être difficile au début. 2016 est une année de transition où nous nous préparons pour le futur, nous explique Jérôme Stoll. Mais c'est tout de même difficile pour une équipe pareille d'être à l'arrière du peloton et de se battre avec les Sauber et les Manor. Mais ce manque de performance peut être facilement expliqué. Cela va prendre du temps pour revenir au sommet, parce qu'évidemment, ils ont eu une voiture qui était d'abord une voiture Lotus en 2015 avec un moteur Mercedes, il a fallu tout changer pour intégrer le moteur Renault et maintenant essayer de faire ce qu'on peut avec cette monoplace. C'était un vrai défi d'intégrer l'unité de puissance Renault Sport, nous explique le directeur technique Nick Chester. On a pris cette décision très tard et il faut donc beaucoup travailler. Il faut resculpter le châssis, changer la géométrie du refroidissement. Tout cela en quelques mois, qui ont donc été vraiment très difficiles et un gros effort demandé de la part d'Enstone. Rattraper Haas sera impossible pour Renault maintenant, l'équipe américaine a eu un package général un petit peu trop fort, Renault le sait bien, et c'est pour cela que maintenant leur seul objectif est 2017. Les règlements vont énormément changer en 2017, c'est donc pour cela qu'on veut commencer le plus tôt possible sur la nouvelle voiture, et essayer d'analyser tous les concepts qu'on pourra amener justement l'année prochaine. On doit construire le futur pour Cyril Abitboul. La Formule 1 c'est un plan qui va durer 5 à 10 ans, ça n'est pas une seule année bien entendu, il faut planter aujourd'hui pour récolter plus tard. Plus tard, eh bien c'est 2017, 2018, il faut être en position de se battre contre les grosses équipes. Renault ne veut pas juste participer, il va être en position de remporter le championnat. Il faut maintenant montrer qu'on peut faire mieux que l'année dernière, mieux que cette année, et mettre tous ces changements derrière nous pour pouvoir se concentrer sur le futur et sur la performance. Le long terme, c'est évidemment également le but de Renault au niveau de son duo de pilotes. L'un des deux pilotes de l'année prochaine a déjà été confirmé. Il s'agit évidemment de Nico Hülkenberg, qui arrive chez Renault après 2 ans passés chez Force India et avec évidemment de grandes ambitions, mais également pas mal d'expérience. Et les deux pilotes actuels, eh bien ils n'ont plus qu'à attendre, Jolyon Palmer et Kevin Magnussen, qui n'ont toujours pas été confirmés évidemment pour l'année prochaine, l'un d'entre eux devra partir, il y a pas mal d'autres candidats, dont par exemple Esteban Ocon, le pilote Manor actuel. On ne sait pas encore qui sera dans la deuxième voiture jaune, mais en tout cas il y aura un futur plein d'opportunités, dans le long terme en tout cas. C'est ainsi que se termine la première partie d'Inside Grand Prix. Dans la suite, nous interrogerons Sergio Pérez, le héros local évidemment, qui veut terminer sur le podium à domicile. Restez avec nous. Et c'est reparti pour Inside Grand Prix, on va retrouver Sergio Pérez, le Speedy González de la Formule 1 qui veut terminer sur le podium au Mexique. Le héros local Sergio Pérez, Checo Pérez comme on l'appelle, c'est un petit peu le gendre idéal au Mexique évidemment. Dans tout ce cirque de la Formule 1, il est finalement assez peu perturbable, très calme. Et il a débuté évidemment en étant un petit peu impétueux on dira, mais finalement c'est un pilote extrêmement solide. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec l'équipe, nous disait-il à l'époque avec mon équipier, et essayer de maximiser le potentiel de cette équipe. Arrivé en Formule 1 un petit peu grâce aux millions de la télécommunication mexicaine avec Telmex notamment, Checo démarre en 2011 chez Sauber. Et directement il avait de grandes ambitions le pilote mexicain. Mon but est d'apprendre beaucoup, gagner pas mal d'expérience et montrer mon potentiel. Devenir champion du monde, ce serait le plus grand rêve. Et en 2 ans chez Sauber, Sergio Pérez a terminé 3 fois sur le podium, ce qui est plutôt pas mal pour un jeune talent.
mais ce qui est évidemment encore loin de son propre rêve. C'est un chemin assez difficile pour devenir champion du monde, surtout dans ce monde très impitoyable qu'est la Formule 1. Je vais faire tout ce que je peux pour rester en Formule 1 le plus longtemps possible, je veux réussir pas mal de grandes choses, c'est ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie et ce pourquoi je me suis préparé. Ces derniers mois, j'ai pas mal amélioré ma condition physique et également ma condition mentale pour être le plus équipé possible pour cette grande aventure de la Formule 1. Déclarait-il à l'époque un jeune Sergio Pérez ici. Bon, on va pas trop s'éterniser évidemment sur l'expérience McLaren qui n'aura duré qu'une seule saison en 2013. Et sans véritable point fort pour le pilote mexicain. C'est donc en 2014 qu'il décide de partir chez Force India, encore une équipe de milieu de tableau qui permet évidemment de montrer des choses et de se développer sur un plan personnel. Ça m'a l'air d'être une vraie bonne équipe, une vraie grande famille, une équipe très unie avec beaucoup d'ambition. Son équipier actuel, Nico Hülkenberg, va quitter l'équipe, évidemment, pour aller chez Renault, on en parlait lors de la première partie. Aucun successeur n'a pour l'instant été désigné, mais ça ne change pas grand-chose. Pour Sergio Pérez, il veut continuer sa bonne forme actuelle chez Force India, et donner tout ce qu'il peut l'année prochaine, bien entendu. Le Mexique est évidemment le circuit à domicile de Sergio Pérez, et avec son futur chez Force India pour l'instant assuré, le héros local va vouloir, comme d'habitude, donner beaucoup à ses fans locaux, et aller à fond, comme toujours. Intéressons-nous maintenant à Joe Ramirez, un sacré compétiteur qui a 75 ans. Joaquín Joe Ramirez Fernández fête ses 75 ans. Le Mexicain a eu une grande influence sur la Formule 1. Vous savez, Ramirez, c'est cet homme de l'ombre qui construit des victoires et le résultat est plutôt pas mal avec 479 Grands Prix, 116 victoires et 10 titres de champion du monde des pilotes. Durant ses 40 ans en F1, Joe a travaillé pour 8 équipes différentes, ça mérite bien un petit coup de chapeau. Un compétiteur acharné avec énormément d'expérience, beaucoup de contacts et évidemment la course automobile dans son sang. Joe est tout simplement le plus grand Mexicain du sport automobile d'après Gerhard Berger, c'est plutôt pas mal. C'est dans les années 60 qu'il a décidé de partir en Europe. Ramirez a travaillé en tant que mécanicien apprenti pour la Scuderia Ferrari notamment. Il a ensuite travaillé pour d'autres équipes de Formule 1 comme Eagle, Tyrrell, Wilson ou encore Fittipaldi, jusqu'à arriver en 1983 chez McLaren, qui était véritablement chez lui. C'est mieux que travailler dans un bureau, c'est sûr. J'adore ça. Je fais ça depuis quasiment 40 ans, donc ça ne peut pas être vraiment mauvais. Il faut avoir du pétrole à la place du sang. Vous devez avoir vraiment une vraie passion, sinon vous ne pourriez pas le faire, nous expliquait-il, lui qui a travaillé chez McLaren jusqu'en 2001. Et évidemment, fin des années 80, début des années 90, chez McLaren, c'était un tout petit peu difficile, entre deux pilotes notamment, Alain Prost et Ayrton Senna. Ramirez devait alors être sur le front, pour essayer donc de calmer les esprits et d'être un bon ami avec les deux pilotes. Quand Ayrton est arrivé en Formule 1, Alain Prost était au sommet, il était le numéro 1, il était l'homme que tout le monde voulait rattraper. Évidemment, Ayrton voulait le battre, et quand il a débuté les essais avec nous, et qu'il a commencé à courir avec nous, il n'était pas intéressé par les autres pilotes de la grille, juste Alain Prost. Quel temps faisait-il? Quels pneus utilisait-il? Quel aileron arrière avait-il? Les suspensions, les amortisseurs? Il voulait juste savoir ce qu'Alain Prost faisait, parce que c'est celui qu'il voulait battre. Il a fait du très bon travail chez McLaren parce qu'il combinait le côté humain avec le côté technique, ce qui est assez rare. Il était très important durant ces années et il a aidé McLaren à énormément grandir.
Et c'est en tout cas un homme qui aura laissé sa marque et sa trace sur McLaren avec 7 titres de champion constructeur. David Coulthard et Mika Häkkinen l'apprécient énormément d'ailleurs. Quand Joe a pris sa retraite, Mika et moi on voulait lui offrir un cadeau parce qu'il a vraiment fait partie intégrante de nos carrières. Donc on lui a acheté une Harley Davidson parce qu'on savait qu'il allait prendre sa retraite, donc on s'est dit que ce serait pas mal pour lui d'avoir une moto sur laquelle il pouvait y aller tranquille et pouvoir comme ça se balader à moto. Et quand Joe Ramirez a pris sa retraite, il voulait évidemment raconter l'histoire de sa vie. Ron Dennis, le patron de McLaren, ne pensait pas que quelqu'un serait intéressé dans les mémoires d'un mécanicien comme cela, et donc il lui a conseillé de ne pas le faire, mais finalement le livre est bien sorti et c'est devenu un grand succès, et un livre qu'on vous conseille bien entendu. Aujourd'hui c'est un mentor et un modèle pour tous les Mexicains en sport automobile. Inside Grand Prix continue évidemment de lui citer de grands succès dans le futur. Je sais que vous l'attendez toujours avec une grande impatience, le voici, le point réseaux sociaux, et cette semaine c'est assez corsé. Comme toujours, on va commencer avec Daniel Ricciardo, qui ne perd jamais une opportunité de faire goûter de quelconque liquide dans sa chaussure. Cette fois-ci c'est l'acteur Gerard Butler qui a été la dernière victime. Lewis Hamilton, lui, alors il a préféré être sale complètement de la tête aux pieds, avec notamment ici de l'encre qui vient de leur sponsor d'imprimante, et chez Ellen DeGeneres, eh bien, on lui a demandé tout simplement si tu dois faire pipi, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah normalement on doit le faire dans la combinaison, mais je ne peux pas le faire, je ne l'ai jamais fait, mais il y a certains pilotes qui l'ont déjà fait, nous dit-il. Il ne comprend pas pourquoi ils le font. Alors, il y avait un pilote qui le faisait, c'était Michael Schumacher. Je sais pas si quelqu'un a entendu parler de lui, un petit peu quand même, un pilote légendaire, et mes mécaniciens disaient qu'il faisait pipi à chaque fois qu'il était dans sa voiture, voilà. On a Max Verstappen ici, qui est devenu maintenant carrément une marque, avec un logo, une application personnelle. C'est d'ailleurs également le cas d'Helio Castroneves en IndyCar notamment. C'est parti pour une grande offensive des réseaux sociaux de sa part. Et évidemment, on se rappelle toujours du passé de la F1, et 40 ans après le titre de James Hunt en 76, eh bien Toon a décidé de sortir un épisode spécial. James Hunt. I know who you are, James, and let me warn you, partying, womanizing and gambling have no place in Monaco. Nice legs, Prof. Shame about the face. You see, he had a secret that very few people know. He liked to dress in women's clothing. He was training to be a priest. Nope. He was a kindergartner. Not quite. And they're off and racing, or as they say here in France, something else. I don't speak French. James, you're needed on a mission. There's a race going on, dear boy. Can't this wait 57 laps? I'm afraid not. An evil mastermind has stolen a precious microfilm. Your mission is to track it down. Okie dokie. England's depending on you, James. Me? I'm no bothered. I'm Scottish. Damn it. Henge mechanics. Peekaboo. Maybe I'll get lucky tonight. Looks like your luck's run out. Looking for this, Mr. Hunt? Loudfinger. The film and the race are mine, but at least you will have one last hot lap. Phew, thought I'd almost lost my helmet. Thanks. Where on earth is James? What? This is impossible! Unbelievable! It looks like Hunt has prematurely ejected. You see, for Hunt, there was one thing more important than racing. Serving his country. Okay, maybe two things. James? James, what the devil are you up to now? Just doing an after-race debriefing. Et voilà qui termine Inside Grand Prix. Dans la prochaine édition, évidemment, on vous dira tout sur le Brésil, le pays de la samba. Allez, bonne course à Mexico et à bientôt.